Le 13 février 2019, la NASA a annoncé la fin définitive de la mission Mars Exploration Rover, débutée 14 ans plus tôt. Et avec elle, c'est un rover légendaire d'une longévité exceptionnelle qui nous tire également sa révérence, Opportunity, tout comme l'avait fait son jumeau Spirit en 2010. Aujourd'hui, en l'hommage de cette mission historique, je vous propose de revenir sur l'épopée incroyable de ces deux rovers. Il était une fois deux rovers jumeaux. Leur rêve, aller explorer Mars pour y découvrir ses mystères. Pourquoi les envoie-t-on là-haut ? Pour prouver que l'eau liquide a déjà coulé à sa surface, et ainsi apporter une preuve que la vie a pu se développer sur la planète rouge. Et c'est dans ce but qu'est lancé le programme MER, Mars Exploration Rover. Et il ne comportera non pas un, mais deux rovers donc, complètement identiques, Opportunity et Spirit. Ces deux frères sont conçus pour fonctionner pendant 90 jours, pendant lesquels ils devront faire le plus d'expériences possible pour remplir leur mission. Pour maximiser les chances de découverte, les rovers se poseront à l'opposé l'un de l'autre sur Mars. Ces deux petits explorateurs seront équipés de 9 instruments, 3 caméras, 3 spectromètres, une caméra microscopique, un aimant pour récolter les particules magnétiques et un outil servant à éroder la roche pour ensuite pouvoir l'examiner. Les rovers seront construits ensemble. Ils apprendront donc à se connaître. Mais ils furent séparés par la suite, car ils ne seront pas lancés en une seule fois. Mais ils ne sont pas tristes, non, car ils se verront de loin une fois sur Mars. Spirit décolla 3 semaines avant Opportunity, à bord d'une Delta II. C'était le 10 juin 2003. Six mois plus tard, le 4 janvier 2004, Spirit se pose finalement sur la surface de Mars après un long et ennuyant voyage interplanétaire. L'arrivée sur la planète rouge est pleine de rebondissements, et sans mauvais jeu de mots. En effet, après avoir eu assez chaud pendant la rentrée atmosphérique, puis avoir largué le bouclier thermique, 4 gros airbags se déploient, permettant d'éliminer les vitesses restantes en effectuant plusieurs rebonds au sol. Ça secoue beaucoup, mais c'est efficace. Finalement, il se posera correctement dans le cratère Gusev, qui aurait pu abriter un ancien lac, pile au centre de la zone d'atterrissage prévue. Le cratère Gusev se situe ici sur Mars, et Spirit a atterri en plein dedans, là. Après que les 3 pétales protégeant le rover et où les airbags étaient attachés se soient déployés, Spirit, après avoir découvert le sol martien pour la première fois, est descendu de son module de descente pour prendre une grande photo panoramique de son site d'atterrissage, nommé Columbia Memorial Station, en l'honneur de l'équipage tué lors de l'accident de la navette Columbia. On y découvre alors sur cette photo une zone assez plate, parsemée de petits cailloux. La première cible du rover est Sleepy Hollow, une petite dépression située à seulement 12 mètres de là. C'est pendant ce trajet que Spirit prendra sa première photo en couleur, la plus résolue qu'on en avait jamais eue depuis le sol martien. Pendant les jours qui suivent, Spirit continue sa route, enthousiasmé par ce nouveau monde inexploré, quand le 21 janvier 2004, 17 jours après son arrivée, Spirit cesse brusquement toute communication avec la Terre. Après l'envoi de certaines commandes, il reprend finalement vie, et on apprend qu'il s'agit d'un bug de son ordinateur. Il est alors réinitialisé, et la mission peut enfin reprendre, même si l'on s'attend à ce que ce bug se reproduise plusieurs fois. Le 5 mars 2004, Spirit fait une découverte historique. En étudiant une roche appelée Humphrey, il découvre plusieurs éléments qui ressemblent à des minerais cristallisés, qui laisserait penser que cette roche est entrée en contact avec l'eau, ce qui est une preuve supplémentaire en ce sens. Spirit peut donc être fier de sa toute nouvelle découverte. Le 11 mars 2004, Spirit arrive à sa première grande étape, le cratère Bonneville, situé à 370 mètres de son site d'atterrissage. Il s'agit d'un grand cratère de 200 mètres de diamètre,
sans vraiment de cible intéressante en son centre. La NASA décide donc de ne pas le traverser, bien que le rover aurait voulu y faire un petit tour. 40 jours plus tard, Spirit arrive au cratère Missoula, de 91 mètres de diamètre. Mais il ne présentait pas non plus de cible intéressante, et le rover continua sa route, malgré sa grande volonté d'aller se faire les roues sur la pente d'un cratère. Il rencontrera par la suite le cratère Lahontan, qui comportait une grande dune de sable sur le côté. La NASA fit faire un grand détour à Spirit, car on ne savait pas si ses roues pouvaient y résister, et on ne voulait pas qu'il y reste coincé. Après ça, Spirit partit en ligne quasi droite vers sa prochaine et dernière destination, les Columbia Hills, qui sont une structure géologique bien plus grande que les autres rencontrées. Le terrain est très plat jusque là-bas, les ingénieurs n'interviennent que très rarement, laissant Spirit rouler comme il le sent. Il ne s'est jamais senti aussi libre. « 159 jours après son arrivée, il arrive à la première formation de la région visée, appelée West Spur. C'est ici qu'il trouvera une roche très intéressante à analyser, qui contient de l'hématite, qui est un minerai pouvant être formé au contact de l'eau, ce qui intéressa énormément les scientifiques. À ce moment-là, la production d'électricité grâce aux panneaux solaires commence à baisser, à cause de la poussière qui commence à les recouvrir. Et c'est vrai que Spirit se sent de plus en plus fatigué, sûrement aussi à cause de sa longue traversée de la plaine. Il est alors décidé que le rover ne roulera que de jour, et qu'il économisera donc sa batterie la nuit, ce qui signifie qu'il mettra plus de temps à se déplacer, mais ça lui permettra de se reposer un peu. Il commencera alors une lente ascension vers Husband Hill, une colline bien plus grande que West Spur, car pour Spirit, il y a quelque chose de plus drôle encore que de descendre dans les cratères, c'est de monter les collines. C'est à cette période d'ailleurs que Spirit fêtera sa toute première année sur la planète rouge. Malgré l'excitation de Spirit, l'ascension est tout de même assez ardue. Il y a beaucoup de rochers et d'obstacles, et les ingénieurs sur Terre essayent de lui faire économiser le plus d'énergie possible. C'est sur cette pente que Spirit découvrira de nombreuses roches blanches assez étranges, et, après analyse, il s'avérera qu'il s'agit de sel, ce qui est un indice supplémentaire de la présence d'eau à la surface. Il en profitera pour prendre une photo restée mémorable, un coucher de soleil martien. Le 9 mars 2005, alors qu'il était presque arrivé au sommet de Husband Hill, les ingénieurs enregistrent une hausse de la production d'électricité assez brutale. Et en effet, Spirit se sent comme neuf. À quoi c'est dû ? Eh bien, c'est à cause de petites tornades qui ont permis de dégager la poussière des panneaux solaires et donc indirectement d'augmenter sa durée de vie. En août 2005, Spirit arrive enfin au sommet d'Husband Hill. Le rover est prêt à savourer sa victoire quand la NASA se rend compte qu'il y a 2 sommets à cette colline et celui où se trouve le rover est le plus bas. Après quelques négociations avec le centre de contrôle, Spirit arrive à les convaincre de le faire monter tout en haut. Au mois de septembre, il arrive finalement sur le vrai sommet d'Husband Hill, où il prendra un magnifique panorama en couleur réelle, où l'on voit la quasi-intégralité du cratère Koussef, sa nouvelle maison. Spirit a aussi une grande passion, l'astronomie, et les ingénieurs vont en profiter, car depuis son sommet, il mena de nombreuses expériences d'astronomie, en observant les 2 lunes de Mars, Phobos et Deimos, ou aussi en aidant Hubble dans certaines de ses campagnes d'observation. Et pour lui, c'est un honneur d'aider un si grand télescope. C'est d'ailleurs ici que Spirit repérera sa prochaine cible, une formation qu'il trouve assez étrange, appelée Home Plate. Il descend donc la pente en octobre, en effectuant même plusieurs dérapages, ce qui l'amuse beaucoup. Il arrive ensuite à Home Plate, où il effectue plusieurs prélèvements très intéressants. Il trouvera d'ailleurs certains acides qui seraient la preuve pour dire que Mars a été habitable dans son passé. Bien que Spirit soit content de sa découverte, il est un peu triste, car il n'a toujours pas vu d'extraterrestre. Lui aurait-on menti ? Après avoir mené plusieurs expériences sur Home Plate, le rover reprendra son bonhomme de chemin vers son prochain objectif qui est assez proche, McCool Hill. Mais sur le chemin, un problème survient. Car depuis quasiment le début de la mission, Spirit a caché quelque chose aux ingénieurs. En effet, une de ses roues arrière fonctionne très mal, et elle vient de cesser de fonctionner complètement.
Le rover, à partir de maintenant, va avancer en traînant cette roue accidentée derrière lui. Mais cela n'entame en rien sa volonté de continuer à explorer la planète rouge. Le 16 mars 2006, Spirit cesse de nouveau d'avancer, car le sol devient trop meuble et la roue cassée se prend dedans. Il est finalement décidé d'abandonner l'exploration de McCool Hill, au grand regret du robot, et il ira finalement sur la crête de Low Ridge Haven, bien moins sableuse. Spirit atteint sa destination, après s'être décoincé du sable, le 9 avril 2006, et stoppera d'avancer, car l'hiver martien arrive et il doit économiser sa batterie, qui résiste de moins en moins bien aux baisses de production électrique. Son premier mouvement de roue sera tenté en novembre, pour mieux orienter le rover avec la Terre. Sur le site où il se situe, il trouvera 2 petits rochers assez spéciaux, que l'on suppose aujourd'hui être des météorites, ce qui rend Spirit très joyeux, lui qui adorait le regarder tomber sur Terre. Ce qu'il ne savait pas, et les ingénieurs non plus, c'est que la roue cassée de Spirit était en fait une bénédiction pour le rover. Car, sous la poussière qui a été déplacée par cette dernière pendant ses déplacements, les scientifiques découvrent une zone blanche qui s'avérera être de la silice. Or, on retrouve justement ce matériau à côté de zones volcaniques sous-marines, zones qui grouillent de vie sur Terre, ce qui consiste donc en un argument de poids pour l'habitabilité de la planète, rendant Spirit très fier de cette découverte. Du début de l'année 2007 à juin de la même année, Spirit passa beaucoup de temps à la base de Homeplate, étudiant beaucoup de roches qui s'avérèrent très intéressantes. Puis, en juin, débuta une immense tempête de poussière qui recouvrait la planète, faisant très peur au rover. Spirit fut alors placé en veille pour économiser le plus d'électricité possible, car la poussière empêche les panneaux solaires de bien capter la lumière du soleil. En début d'année 2008, la situation devient critique pour Spirit. Il est alors décidé de faire une ultime manœuvre pour mieux orienter les panneaux solaires. Puis, tous les instruments et systèmes sont coupés, plaçant ainsi le robot en hibernation. Cette situation durera plus d'1 an, pendant laquelle Spirit espérait très fort passer la tempête. Et il pensait aussi à son frère, Opportunity, qui endure la même tempête, et il avait peur qu'il n'ait pas survécu. Heureusement, le 6 février 2009, des vents favorables ont soufflé sur les panneaux solaires de Spirit, lui permettant finalement de reprendre ses activités normales, bien que certains de ses instruments aient été endommagés par la tempête, au grand désespoir du rover qui voit ses capacités diminuer. Spirit recommence tout de même à rouler, jusqu'au 1er mai 2009, où il se retrouve bloqué dans ce qui ressemble à du sable. Spirit n'a pas peur, la situation s'est déjà produite et les ingénieurs vont tout faire pour l'aider à se dégager d'ici. Mais les jours passent, et malgré plusieurs manœuvres, impossible de le sortir de son piège de sable. Spirit commence à avoir très peur, car ses roues, complètement enlisées, commencent à lâcher les unes après les autres, condamnant petit à petit le rover à rester sur place. Finalement, le 24 janvier 2010, la NASA décide de supprimer l'aspect mobile du rover. Il devient donc officiellement une plateforme de recherche fixe, une première dans l'histoire de l'exploration martienne, ce qui permet d'ailleurs à Spirit de s'en vanter auprès de son frère, qui lui, continue à rouler comme un banal rover. Tout allait pourtant bien, Spirit vivant assez bien son nouvel handicap. Mais, au fond, il a peur. Ses réserves d'énergie baissent drastiquement, et il craint de bientôt ne plus pouvoir communiquer avec la Terre. Et, le 30 mars 2010, Spirit n'a effectivement pas répondu à une communication. La raison avancée est qu'il s'est placé tout seul en hibernation d'énergie, car ses panneaux solaires n'arrivaient plus à s'aligner correctement pour une exposition optimale. Depuis ce jour, nous n'avons reçu plus aucune transmission de Spirit. Le 25 mai 2011, la NASA annonce officiellement l'arrêt des tentatives de communication, et donc la fin de la mission. Spirit a en tout parcouru 7730 mètres avant de se retrouver bloqué dans son piège de sable. C'est un rover exceptionnel qui a apporté un nombre inimaginable de connaissances scientifiques. Il repose aujourd'hui, toujours bloqué dans sa dune. Peut-être s'est-il réveillé, mais il ne peut plus communiquer avec nous. Au moins, il aura réussi son plus grand rêve, aller explorer Mars, avec son frère Opportunity, qui, il ne le sait pas, a une carrière bien plus remplie que la sienne. Opportunity, lui, a été lancé le 7 juillet 2003, également sur une Delta II.
Après avoir été secoué par le décollage et s'être beaucoup ennuyé pendant son voyage de 6 mois jusqu'à Mars, il atterrira 3 semaines après Spirit, à son opposé, en utilisant la même technique des airbags pour se poser. Le rover s'est posé en plein milieu d'un cratère, dans la région de Meridiani Planum, environ 25 km de la zone visée. Ce cratère est tout petit, il fait 22 mètres de diamètre, et il n'était d'ailleurs pas connu de la NASA avant qu'Opportunity n'arrive là. Le site d'atterrissage fut nommé Challenger, en hommage à la navette du même nom qui a explosé au décollage, et le cratère s'appelle désormais Eagle, en hommage au module lunaire d'Apollo 11. Après s'être dégourdi les roues, Opportunity commença à allumer ses systèmes un par un, dont la caméra. Les scientifiques furent tout de suite frappés par l'aspect inhabituel du sol du cratère, parsemé de petits grains plus ou moins gros, et de beaucoup d'affleurements rocheux, qui auraient pu être créés par l'action de l'eau, ce qui fit qu'Opportunity fut très excité de commencer son voyage. Un site situé au nord-ouest du cratère Eagle attira aussi l'intérêt des scientifiques, vu qu'on y découvra plein de petits cailloux qui semblaient avoir été déposés là par le vent ou l'eau. C'est d'ailleurs à cette occasion que le rover put faire pour la première fois ce qu'il voulait tant faire, rouler sur Mars. En analysant ces roches grâce au bras du robot, on y découvrit de multiples minéraux qui ne peuvent se former qu'au contact de l'eau. Il est décidé d'aller analyser le sol du cratère plus profondément, et au sens propre, car Opportunity va utiliser ses roues pour creuser une tranchée dans le sol, en repassant sur le même endroit plusieurs fois, et ainsi permettre de mieux analyser la couche inférieure de la surface. Malgré les quelques protestations du rover, car il a peur que cela abîme ses jolies roues, l'expérience se déroula correctement. Une fois cela fait, Hopi, comme on le surnomme, partit définitivement de son cratère d'arrivée, pour entamer son incroyable aventure à travers les grandes plaines martiennes de Meridiani Planum. Et sa première cible sera l'Endurance Crater, à quelques centaines de mètres de là. Pendant son voyage, Hopi passa tellement de temps à tout prendre en photo tellement son excitation est grande, qu'il réussit même à découvrir un cratère à quelques dizaines de mètres de là, le Fram Crater, qui fait à peine 8 mètres de diamètre, où il y fera quelques analyses, très fier de sa découverte, puis il repartira vers sa destination. Opportunity arrivera au bord de l'Endurance Crater le 20 avril 2004, 84 jours après son arrivée. Et Hopi restera bouche bée devant une telle grandeur. C'est tout simplement gigantesque. Ce cratère, en plus d'être bien plus grand que les précédents visités, avec 135 mètres de diamètre, est très intéressant, car il dispose de roches semblables à celles trouvées dans le cratère d'atterrissage Eagle, et elles sont en bien plus grand nombre, poussant le rover à supplier la NASA de le faire descendre la pente pour aller voir de plus près ces fameuses roches. Sur Terre, une décision cruciale est alors prise, et c'est décidé, Hopi ira bien dans le cratère, en prenant alors le risque de ne plus pouvoir en remonter. Il en fut décidé ainsi, car les roches prises depuis le haut du cratère intéressaient énormément les scientifiques, et ils souhaitaient aller les voir de près, et en plus, la nouvelle ravirait le petit rover. Une première descente fut faite le 8 juin, et dura moins d'une journée avant de remonter, au grand regret d'Opportunity. Mais les jours suivants, le robot descendit de plus en plus bas, faisant même de temps en temps des levées de roues, ce que le rover adorait, et il réussit chaque fois à remonter la pente. C'est à ce moment qu'Hopi observera pour la première fois de sa mission des nuages martiens, semblables aux cirrus terrestres, qui lui rappellent sa planète d'origine, qui, il est vrai, lui manque un peu. Il passera en tout 180 jours à explorer le cratère, jusqu'à mi-décembre 2004. Le rover quittera finalement le site en janvier 2005 pour se diriger vers son propre bouclier thermique, que les ingénieurs ont repéré grâce aux sondes en orbite, et qui en plus ne se situe pas si loin de l'itinéraire alors programmé. Alors que le robot s'approche de lui à son 345e jour de mission, Opportunity réveille en trompe tous les ingénieurs qui découvrent alors que le rover a trouvé une roche vraiment très étrange. On lui dit tout de suite d'aller voir de quoi il s'agit et, surprise, serait-ce une météorite ? Après analyse, il s'avéra que oui. Il s'agit de la première que l'on trouve sur notre planète. Les ingénieurs décident de l'appeler Head-Shield Rock, en référence au bouclier thermique situé non loin. Après avoir passé quelque temps à étudier la météorite, tout content de sa découverte, Hopi va alors aller voir ce fameux bouclier thermique
afin d'étudier le comportement et la résistance qu'il a eu à affronter face à cette grande chute. Cela fit un peu mal au cœur au rover, car de voir ce dernier en miettes alors que c'est lui qui lui a permis de le protéger de la chaleur intense pendant la rentrée atmosphérique, c'est un peu triste. Après 25 jours d'observation, Opportunity reprit néanmoins sa route, heureux d'avoir pu faire un dernier adieu à son protecteur, vers une nouvelle cible assez lointaine, le cratère Victoria, et son premier arrêt sera le petit cratère Argo, situé à 300 mètres du bouclier. Hopi continua sa route, mais au 366e jour, le 10 février 2005, on arrête le rover pour lui faire creuser une nouvelle tranchée avec ses roues, pour voir s'il existe des différences entre ce sol et celui du cratère Eagle, où il avait fait sa première tranchée. Comme à son habitude, Hopi rechigna, ayant peur que cela n'abîme ses roues, mais en se rappelant de tout ce que ça avait permis de découvrir, il décida finalement de bien creuser cette tranchée. Après avoir passé 2 jours entiers à étudier cette dernière, Hopi reprend sa route vers le cratère Victoria, très impatient d'y arriver, car il s'annonce bien plus impressionnant que celui-là. En allant vers ce dernier, le rover croisa la route de 2 autres cratères, Jason et Alvin. Le 19 février, Opportunity est tout content. En effet, il vient de battre le record de distance effectué en une journée, 177,5 mètres. Après s'être un peu calmé, il passera ensuite à côté d'un gros caillou appelé Normandie, puis après l'avoir étudié, il repart pour arriver au 399e jour de sa mission au cratère Vostok, l'une des principales étapes avant le cratère Victoria. Mais il ne s'y attarda pas longtemps, la zone étant très sableuse, ce qui fait un petit peu peur au rover qui s'imagine déjà rester coincé dedans, et en plus elle n'est pas très propice aux études des roches. Le 20 mars 2005, Hopi battra son propre record en parcourant 220 mètres en une journée. Mais alors que le rover traçait sa route jusqu'au grand cratère Victoria, son cauchemar se réalisa et il fut pris dans une dune de sable le 26 avril. Le rover prit peur, appelant à l'aide la Terre, mais malgré les efforts des scientifiques, il n'arrivait pas à se déloger. Mais, après de nombreuses simulations sur Terre, les roues commencèrent à avancer, centimètre par centimètre, redonnant espoir au rover, pour finir par libérer Hopi de son piège de sable. Celui-ci étant assez choqué de s'être laissé aussi facilement berner par cette dune. Cette dernière fut d'ailleurs nommée Purgatory Dune par les ingénieurs. Cette mésaventure permit tout de même à Hopi de se rendre compte que Mars n'était pas vraiment une planète facile à vivre. En octobre 2005, le rover finit par atteindre le cratère Erebus, le plus grand cratère avant celui de Victoria. Il y a passé 5 mois pour y faire de nombreuses expériences, et il faillit d'ailleurs encore se coincer dans une dune, mais les ingénieurs ont réussi à le décoincer en moins d'une journée, car le rover est devenu méfiant et ne s'y est pas aventuré trop vite. Tout allait bien pour Hopi qui continua sa route, mais le 5 novembre 2005, il se réveilla au beau milieu d'une tempête de sable. Il n'aime vraiment pas ça, parce qu'il ne peut pas voir où il avance, et les grains de poussière le gênent, et en plus la nuit, il ne peut plus voir les étoiles. Mais heureusement, la tempête ne dura pas longtemps, mais elle causa tout de même l'endommagement par le manque d'alimentation électrique du bras du robot, rendant assez triste le rover qui était tout fier de pouvoir analyser les roches comme il le voulait grâce à ce dernier. Pour éviter que le bras ne se retrouve alors coincé alors qu'il est rétracté, il est décidé de le laisser étendu tout le temps. Il put ensuite reprendre sa route normalement. C'est à ce moment qu'il put réaliser un de ses rêves, participer à une mission d'astronomie avec la sonde européenne Mars Express, où il étudia le passage de Phobos devant le Soleil. Puis, après s'en être vanté auprès de son frère, Spirit, Opportunity reprit sa route vers le cratère Victoria le 22 mars 2006, cratère qu'il devrait atteindre en septembre de la même année. Hopi arriva effectivement à la date prévue au bord du cratère Victoria, 6 fois plus grand que l'Endurance Crater et long de 7 km, ce qui impressionna grandement le rover, qui se sentait tout petit à côté. Il commença par prendre des photos des abords du cratère, ainsi que du petit champ de dunes situé en son centre. C'est à ce moment que la sonde Mars Reconnaissance Orbiter prit une photo d'Opportunity au bord du cratère. Photo qu'il est aujourd'hui possible de retrouver sur Google Maps en cherchant bien. À partir de janvier 2007, le rover est allé observer la face nord du cratère.
et il y a encore trouvé une petite météorite appelée Santa Caterina. En mars, Hopi atteint la vallée sans péril, qui était considérée comme un point d'entrée potentiel pour aller explorer l'intérieur du cratère. Mais la pente était bien trop forte. Il est finalement décidé de renvoyer Opportunity à sa position d'arrivée au bord du cratère, malgré les protestations de ce dernier, car la pente avait l'air très rigolote à descendre. Mais, à peine arrivé, l'immense tempête de poussière qui a également touché Spirit força Opportunity à se placer en sommeil profond, communiquant tous les 3 jours uniquement avec la Terre pour économiser sa batterie. À ce moment, le rover avait très peur. Il était seul, perdu sur une planète qu'il ne connaissait en fait pas du tout, à la merci des éléments et loin de la Terre. Mais heureusement, à partir de septembre 2007, la tempête se calma et il put reprendre son exploration normalement. Après avoir beaucoup remercié la Terre de ne pas avoir arrêté de communiquer avec lui, au début de l'année 2008, il commença à descendre dans le cratère, petit à petit, car les ingénieurs ont enfin cédé aux incessantes demandes du rover. Après l'avoir bien étudié et fait par la même occasion quelques petites frayeurs aux ingénieurs à cause de plusieurs dysfonctionnements, il est alors décidé qu'Hopi partira en direction du cratère Endeavour, large de 22 km, bien plus grand que celui-là. Les ingénieurs estiment qu'il faudra 2 ans pour le rallier, mais peu importe le temps qu'il faudra pour y arriver, Hopi est plus que motivé à y aller. D'ailleurs, le 7 mars 2009, Hopi a pu apercevoir pour la première fois le bord du cratère, alors qu'il n'était qu'à 3 km du cratère Victoria, ce qui renforça la volonté du rover d'y aller. Il poursuivit alors sa route, ne s'arrêtant que très rarement pour analyser des roches. Opportunity fonçait à travers Meridiani Planum, soulevant même parfois un nuage de poussière derrière lui. Autour de lui, tout était plat. On ne distinguait que le cratère géant au loin et quelques roches éparpillées. Ce qui fit que le rover s'imaginait en plein Far West, à la conquête de Mars. Il trouva néanmoins 2 nouvelles météorites en septembre 2009 qui se situaient sur sa route. Le 28 janvier 2010, il passe à côté d'un nouveau cratère appelé Conception. Mais il continue sa route, car il ne présente pas un grand intérêt et il veut arriver au plus vite sur le cratère qu'il vise désormais depuis plus d'1 an. Le 19 mai 2010, alors qu'Hopi fonce sur le sol martien, il bat le record de Viking 1, du robot ayant été actif le plus de temps sur Mars, avec 2244 jours d'exploration. Le 8 septembre 2010, il est désormais à mi-distance entre les 2 cratères. Mais, alors qu'il s'est arrêté pour analyser un caillou qui semblait intéressant, Opportunity apprend une nouvelle qui va grandement le chambouler. Son frère, Spirit, ne répond désormais plus à la Terre. Malgré tous les efforts du rover pour lui aussi essayer de le réveiller, rien n'y fait. La mort dans l'âme, Opportunity va reprendre sa route, désormais seul sur la planète rouge. Le 15 décembre 2010, Opportunity arrive au bord d'un petit cratère de 90 mètres de large, Santa Maria, dans lequel il trouvera plusieurs cristaux contenant de l'eau. Fin mars 2011, Hopi reprend sa route vers Endeavour. Il lui reste alors 6,5 km à parcourir dans cette vaste plaine. Le 9 août 2011, après 3 longues années de trajet dans les plaines de Meridiani Planum, Opportunity arrive enfin au bord du gigantesque cratère Endeavour. Cratère qu'il ne quittera d'ailleurs plus jamais. Il arriva dans la région appelée Cap York, et d'ailleurs le site de son arrivée sur place a été appelé Spirit Point, en hommage à son frère jumeau, décision qu'Hopi soutena le plus possible. Un choix crucial s'offre alors aux scientifiques. Soit ils font rentrer Hopi dans le cratère, soit ils en explorent son pourtour. Pour le rover, la première option le tente bien, mais ce serait oublier qu'après 3 ans de voyage intensif et quasiment 10 ans sur Mars, ces systèmes commencent à se faire vieux, et certains ne marchent d'ailleurs plus. Alors finalement, il préféra la deuxième option, un peu triste tout de même de ne pas pouvoir dévaler cette pente qui s'étendait devant lui. En plus, l'intérieur du cratère ressemblait à ce qui avait déjà été vu dans les autres, alors que le bord, lui, contenait des roches bien plus vieilles que celles qui avaient été analysées jusqu'alors. À peine commence-t-il à explorer le bord nord du cratère qu'il tombe sur des roches assez étranges, qui semblent être des roches volcaniques, mais avec une composition bien plus exotique. À partir de ce moment,
le rover progressera comme à son arrivée, très lentement, car il fera beaucoup d'arrêts pour analyser ce qu'il trouve, tellement la zone est dense en roches à analyser. En janvier 2012, le rover étudia pour la première fois le vent martien, qui est assez similaire au terrien. Opportunity passera tout de même un hiver assez difficile au niveau de la charge des batteries, mais il recommença son exploration sans dommage à signaler le 8 mai 2012. Le 2 juillet 2002, Hopi fête ses 3000 jours sur la planète rouge, un record. Bien que le rover soit un peu triste, il n'y a pas de bougie à souffler ici. À l'occasion de cet anniversaire, le petit robot prendra ce panorama, montrant un bord du cratère Endeavour et le Cap York, une des petites montagnes sur le bord du cratère. Il espère ainsi montrer aux ingénieurs la beauté des paysages martiens. Quasiment au même moment, Hopi passera d'ailleurs la barre des 35 km effectués depuis son arrivée. Le 6 août 2012, Opportunity est tout content, car il n'est désormais plus seul sur Mars, grâce à son nouvel ami, Curiosity, qui vient juste d'arriver. Il aidera d'ailleurs à communiquer avec la Terre lors de son atterrissage. À l'automne 2012, Opportunity repart de la région de Cap York vers le sud pour aller explorer la colline de Solander Point. Hopi s'est alors dirigé vers le bord du cratère, dans une zone baptisée Botany Bay, où il songea sérieusement à désobéir aux ingénieurs pour foncer dans le cratère, avant de se résigner et finalement de se diriger vers sa nouvelle destination, qui promet d'être très riche au niveau géologique. Le 16 mai 2013, la NASA fait une annonce historique. Opportunity vient de dépasser le record de distance effectué sur un autre corps de la Terre, dépassant ainsi le rover lunaire d'Apollo 17 et le Lunokhod 2, également un rover lunaire. Opportunity rentrant ainsi dans l'histoire. Il arrive enfin à Solander Point, début août 2013, après avoir étudié un terrain accidenté assez étrange sur sa route. À partir de ce moment, Opportunity se met à étudier de nombreuses roches, puis, à la fin du mois d'octobre, il entame l'ascension de Solander Point, car il est comme Spirit, il y a plus drôle que de descendre les cratères, c'est d'aller le plus haut possible. Et en plus, les scientifiques pensent y découvrir les plus anciennes roches jamais étudiées sur Mars. Il prendra d'ailleurs par la même occasion une photo de l'état de ses panneaux solaires, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont bien recouverts de poussière par rapport aux premiers jours sur la planète rouge. Et la production électrique est impactée, elle a diminué de moitié quasiment, et ça se ressent sur les systèmes du rover qui, mine de rien, commencent vraiment à vieillir. Hopi en a également profité pour réaliser début 2014 quelques panoramas des paysages alentours. Le 17 janvier, un étrange événement se passe qui va assez surprendre les ingénieurs et le rover. Un rocher appelé Pinnacle Island, qui est apparu sur une photo prise au jour 3528, réapparaît sur une photo prise 13 jours plus tard. En fait, le rover l'aurait par inadvertance fait rouler en bas d'une pente qu'il était en train de descendre, et sur le coup, beaucoup y ont vu un signe de l'existence des Martiens, dont Opportunity lui-même. Le 23 janvier 2014, la NASA fête alors les 10 ans de la sonde, et fait d'ailleurs une annonce. Les géologues ne s'étaient pas trompés. Les roches qu'analyse Hopi en ce moment sont bien les plus vieilles jamais analysées. Et surtout, ces roches révèlent un environnement bien plus favorable à la vie que les roches les plus récentes, ce qui redonne à Opportunity l'envie d'aller étudier le plus de roches possible. Le lendemain, la NASA annonce qu'Opportunity, qui avait avant pour but de rechercher le passé géologique de la planète, se concentrera maintenant exclusivement sur la recherche d'indices pouvant prouver la présence de la vie dans le passé lointain de la planète rouge. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans déplaire au rover. De fin août à début septembre, alors que le rover quittait Solander Point pour Cap Tribulation, Hopi s'arrêta brusquement. Il n'arrivait plus à transmettre ses infos à la Terre, et il prit peur. Les ingénieurs reformatèrent alors sa mémoire flash, et c'était reparti. C'est d'ailleurs un peu avant cet événement que le rover dépassa les 40 km sur la planète rouge. En janvier 2015, Opportunity atteint le sommet de Cap Tribulation, où il deviendra le robot étant allé le plus haut sur Mars, battant le record établi par Spirit quelques années plus tôt. En mars 2015, la NASA annonce que le rover vient d'accomplir un marathon complet à la surface. À ce moment, Opportunity est redescendu de Cap Tribulation, pour descendre dans une vallée qui sera appelée par la suite Marathon Valley. Avec 42 km dans les roues, le rover commence vraiment à se fatiguer, mais cela ne l'empêchera pas de descendre sa pente la plus raide avec pas moins de 32 degrés. L'angle est si élevé que la poussière sur ses panneaux solaires dessine des lignes vers le bas. Une fois descendu dans la vallée, Hopi passera presque un an à l'étudier.
Un rocher sera d'ailleurs nommé Marathon Monument, en l'honneur de la distance parcourue par Hopi. Le 31 mars 2016, Opportunity prendra une photo mémorable d'un tourbillon de poussière à l'intérieur du cratère Endeavour. Spirit en avait également vu plein, mais jamais de cette taille. Généralement, ils font tous un peu peur à Hopi, mais vu qu'ils permettent de dégager la poussière de ses panneaux solaires, il est tout de même content quand il en croise un. Peu avant de quitter Marathon Valley, Hopi prendra un nouveau panorama de sa région, avant de s'en aller en septembre 2016 pour sa nouvelle destination, le mont Spirit, nommé en l'honneur de son petit frère jumeau, désormais inactif depuis près de 5 ans. Après l'avoir atteint et analysé les différentes roches qui s'y trouvent, il est décidé de faire à Opportunity une grande première. Les ingénieurs et les scientifiques se sont mis d'accord. Hopi descendra dans le cratère Endeavour en empruntant un ancien ravin sculpté là où on pense que l'eau a coulé. Et en plus, cela va ravir le petit rover qui en rêvait depuis son arrivée. En octobre 2016, Opportunity s'est arrêté sur sa route pour prendre en photo l'atterrisseur européen Schiaparelli qui va atterrir non loin de lui, faisant de lui un futur nouvel ami pour le rover qui est décidément de moins en moins seul. Tout se passa bien, mais la Terre perd le contact avec lui. Après étude des photos prises par Hopi et en les comparant avec celles prises par Mars Express, il s'avérera qu'il s'est écrasé à la surface. Le rover repartit, un peu triste pour son ami qui n'a malheureusement pas survécu à l'impact au sol. Il se dirigera donc tout au long de 2017 vers Perseverance Valley, qui est le point d'entrée du ravin. Mais Opportunity est vraiment vieux. Ses panneaux solaires produisent de moins en moins d'électricité et il perd petit à petit certaines capacités. Malgré tout, il arrive à rejoindre fin 2017 sa cible. Il passera tout le début de l'année 2018 à explorer ce nouvel environnement alors totalement inconnu des scientifiques. Ici, il découvrira plusieurs nouveaux types de roches, mais les scientifiques n'arrivent pas à se décider quant à son origine. Soit elle viendrait de l'action du vent, soit de l'eau liquide. Opportunity fêtera ses 5000 jours à la surface de Mars, et il en profitera pour réaliser le premier selfie complet de lui. Opportunity subit alors de nombreux dysfonctionnements, et plusieurs instruments restants commencent à sérieusement mal fonctionner. Il continue néanmoins son exploration, mais à 1000 km de là, la sonde Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA découvre une petite tempête de poussière très localisée. Mais très vite, elle s'étend à la planète entière, et le pauvre Opportunity voit sa production restante diminuer très rapidement, ne suggérant rien de bon pour la suite. Le 10 juin, Hopi prit sa dernière photo, qui n'a même pas eu le temps de nous parvenir complètement, nous cachant à tout jamais son contenu. Le 11 juin, Opportunity, après 14 longues années d'activité à la surface, ne répondra plus aux communications de la Terre. Il enverra un tout dernier message, comme un appel à l'aide lancé dans l'immensité de l'espace. Ma batterie est faible et il commence à faire sombre.